Bonjour et bienvenue à vous, Christiane Lambert, premier syndicat agricole du pays. Dans 10 jours, ce sera le réveillon à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Plusieurs villes ont décidé de bannir le foie gras de leur réception officielle. Alors c'est le cas à Lyon, à Strasbourg, à Besançon, à Grenoble. Lyon aimerait même que les restaurateurs embrayent le pas, fassent la même chose, retirent le foie gras de leur menu. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Ce sont les chefs et les grands chefs cuisiniers qui ont eu la meilleure réponse. Ils se sont élevés en disant non, ne nous retirez pas le foie gras. C'est l'emblème des fêtes de Noël dans le monde entier, c'est prestigieux. Et le sondage récent montre que 75% des Français veulent continuer à savourer du foie gras à Noël. Ils sont même plus nombreux à Lyon puisque c'est 78%, donc une claque quand même pour la municipalité. Et c'est aussi 91% des Français qui disent nous sommes des consommateurs réguliers de foie gras à Noël, laissez-nous notre foie gras. Mais c'est un problème que des politiques qui dirigent les grandes villes comme Lyon, comme je disais, Strasbourg, etc., disent le foie gras, c'est plus possible ? C'est surtout un problème que des politiques lancent des injonctions ou des fatwas contre un produit. Pourquoi demain, ça sera la bière, après-demain, la vodka, le surlendemain, le gibier, je ne sais pas quoi. Nous sommes dans un pays où la gastronomie est une réalité. Oui. Vous le savez, quand on voyage, et ça vous arrive de temps en temps, partout dans le monde, la gastronomie française est citée en exemple. On nous parle des grands cuisiniers de Lyon, on nous parle de nos mets savoureux, des fruits de mer, du foie gras, on nous parle aussi des fromages, on nous parle des vins. La France rayonne par sa gastronomie. Donc je pense que c'est une mauvaise bataille qu'engagent les écologistes, il faut le dire, puisque ce sont que des villes écologistes que vous avez citées. Mais ceux qui ne sont pas militants politiques, mais qui se soucient du bien-être animal, parce que quand on fait de la bière, on ne maltraite pas le houblon, quand on fait du fromage, on ne maltraite pas les vaches. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Mais il n'y a pas de maltraitance. Si le sujet est celui-ci, qu'ils le disent directement, le gavage des animaux, des oies, des canards, existe depuis la nuit des temps. Et puis, je pense que vous le savez, mais c'est 10 jours en fin de vie. Un animal vit 100 jours. Pendant les 10 derniers jours, il est gavé. Ça dure 4 secondes 2 fois par jour. Ouais. C'est un réflexe que les oiseaux ont. Les oiseaux migrateurs, qui en ce moment d'ailleurs traversent au-dessus de la France, font leur réserve dans leur jabot pour traverser et pour faire des longs vols. Eh bien, c'est cette fonction naturelle des oiseaux, et notamment des canards et des oies, qui est utilisée par les gaveurs de foie gras. Et en France, ce sont plutôt des élevages de taille moyenne et petite qui font du foie gras. C'est peut-être différent ailleurs. Je fais écho à ce qu'a dit M. Jadot récemment, je l'écoute. Enfin, j'écoute ce qu'il dit surtout. Et je crois qu'il y a aujourd'hui un engagement des producteurs de foie gras. Ils ont entendu ceci il y a 5 ans. Ils ont lancé une charte bien-être Palmy, j'ai confiance. Ouais. Et les Français ont confiance, plus encore cette année dans le sondage, sur les gaveurs de foie gras. Il y a plusieurs élus de Dordogne qui ont signé un manifeste pour soutenir les producteurs de foie gras. Il y en a un qui dit aujourd'hui, le problème, c'est qu'on confond les canards et Donald qui parlent avec des réactions humaines dans les dessins animés de Disney. On humanise trop les animaux aujourd'hui ? Alors ça, c'est une réalité qu'on constate depuis 4-5 ans, ce que j'avais appelé la disneyisation des animaux. Vous savez, dans le fameux dessin animé, vous vous rappelez de Bambi, vous vous rappelez de Fleurette, le joli... alors, bon, voilà, on voit la bête, la noire et blanche, voilà, j'oublie son nom au moment où je le prononçais. Eh bien, dans la réalité, cet animal-là est complètement différent. Et c'est vrai qu'avoir aujourd'hui des chiens, des chats à la maison, un certain nombre de personnes ont tendance, et ce sont les sociologues qui le disent, ou les philosophes, c'est pas seulement moi, à comparer des animaux qu'on a à la maison sur son canapé et puis des animaux qu'on a dans un élevage. Vous savez, moi j'ai un chien, un chat, on a même un âne et une vache de compagnie parce que ma fille adore les animaux, est en école d'ingénieur agronome et il y a toujours eu des animaux comme ça à la maison, mais on a un élevage de porcs et on ne mélange pas les genres. Ouais. Les animaux d'élevage sont des animaux d'élevage, on les traite de mieux en mieux. On ne parlait pas autant bien-être il y a 10 ans qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une nécessité première. Hier, on parlait dans Télématin. J'ai retrouvé, c'est le blaireau. Le blaireau. Pardon. Voilà, absolument. Mais il faut au sens premier du terme, hein, l'animal blaireau. On est d'accord, il n'y a pas d'appréciation humaine pour le coup là-dedans. On parlait dans Télématin hier des agriculteurs de la FNSEA d'Île-de-France qui se sont rassemblés devant le Conseil d'État car ils ne veulent pas que les zones d'exclusion d'épandage de pesticides grandissent. Pourtant, il s'agit, Christiane Lambert, de protéger les habitations. Comment faire accepter aux Français, aux riverains, de respirer des pesticides ? Alors, il y a une réglementation qui existe aujourd'hui et qui est en train d'évoluer. Elle va être très contraignante pour les agriculteurs. En gros, c'est 5 mètres ou 10 mètres selon les cultures. Voilà, selon les cultures. Donc, c'est une zone qui... le Conseil d'État a dit que ce n'est pas suffisant, parce qu'il y a eu un recours et il faut que le gouvernement aille plus loin. C'est une zone qui va être non cultivée, donc c'est une perte sèche pour les agriculteurs, non compensée. Donc, ils prennent sur leurs propres deniers, qui pour certains sont déjà pas très élevés, cette perte-là. Après, la décision a été prise de façon politique pour dire 10 mètres, etc. Nous voulons que l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité, donne des distances scientifiques. Qu'est-ce qu'est la réalité ? Les élus politiques font souvent des erreurs, des décisions à leur porte-pièce au gré des sondages en disant ça sera 10 mètres. Ouais. Quand l'ANSES, l'Agence nationale, dit
2 mètres, 3 mètres, 5 mètres suffisent, eh bien, confions-nous, ou plutôt faisons confiance à la science pour donner les distances. Et puis, ce que nous demandons aujourd'hui, si la règle doit s'appliquer, c'est qu'il y ait des compensations économiques. Quand il y a une terre qui est retirée, si on retire un bout de votre jardin, vous allez demander une compensation. Il faut que l'État compense. Il faut que l'État compense ces zones qui ne seront plus exploitées. Voilà. Il faut, des références à la science pour définir les distances et non pas au gré des sondages. Et puis qu'il y ait des compensations s'il y a perte pour les agriculteurs. Mais est-ce que les agriculteurs ne se mettent pas en danger eux-mêmes d'abord et avant tout le monde? Est-ce que ce n'est pas d'abord eux et leur santé qu'il faut préserver en les écartant des pesticides? Alors, vous savez, toutes les études qui sortent depuis 10 ans montrent que les agriculteurs, dans la grande majorité, ont une meilleure santé que les autres. Ouais. Ça, nous vivons au grand air, c'est une vraie chance par rapport à moi qui suis à Paris 4 jours par semaine, je peux confirmer. Moins de cancer. Mais le cancer plus de la peau, parce que toujours au soleil, très exposés, sans toujours se protéger. Les crèmes solaires pour les agriculteurs, ça ne marche pas très bien. La dangerosité des pesticides, personne ne la conteste. Donc les usages sont de plus en plus appréhendés, les agriculteurs sont formés, tous ont passé un certificat de formation pour le bon usage des produits phytosanitaires, se protègent lorsqu'ils épandent, respectent des règles, pas d'épandage quand il y a du vent. Oui. Et donc, auprès des maisons d'habitation, c'est plutôt des traitements le soir, quand les gens sont rentrés, aussi par rapport aux abeilles, qui est un critère qui est aujourd'hui respecté par les agriculteurs. Il reste aujourd'hui 390 000 exploitations agricoles en France, dont 47 000 qui sont bio, chiffre qui a triplé en 10 ans. Est-ce que l'agriculture française a vocation à devenir 100% bio ? Non, elle ne sera pas 100% bio. Par contre, l'objectif qui a été fixé par le gouvernement, c'est 18%. C'est déjà quelle échéance ? À l'horizon 2030. C'est déjà très important, parce qu'aujourd'hui, nous avons 12%. Et on a déjà des pannes de marché. C'est-à-dire que, par exemple, en production laitière, on a 25% du lait produit en bio qui ne trouve pas preneur. Les consommateurs ne suivent pas. Idem en œuf. Donc, il faut bien mettre en adéquation le développement de l'agriculture biologique, qui a des vertus, et la consommation des Français. Donc, si j'ai un appel à lancer aux Français, c'est surtout manger des produits français. Le bon goût à Noël, c'est avec les produits français, mais... honorer la commande, soutenez nos agriculteurs et honorer la commande. Dernière question, est-ce que la FNSEA, Christiane Lambert, va s'engager dans la campagne présidentielle ? Oui, nous y sommes déjà. De quelle manière ? Alors, vous avez entendu sévère avec Yannick Jadot, donc j'imagine que ce n'est pas lui que vous allez soutenir. Je regarde tout ce que disent les candidats. Le premier acte que nous avons fait la semaine dernière, nous avons, avec 36 organisations du monde rural, parlé ruralité. La ruralité s'est sentie oubliée, déclassée. Vous avez vu le mouvement des Gilets jaunes. Nos agriculteurs, par définition, vivent à la campagne. On est les sédentaires de la terre. Et ce que nous voulons, c'est dire qu'est-ce qu'il faut pour une ruralité vivante. Mais vous choisirez un candidat ou une candidate ? Alors, je finis. La ruralité, c'est pas seulement le loisir, c'est d'abord de l'activité économique, sinon elle n'est pas attractive. Aujourd'hui, les Français aiment la campagne. Quels sont les candidats qui vont dire quoi par rapport à la ruralité ? Et nous construisons une plateforme que je vais faire valider par mon conseil d'administration demain et qui sera présentée aux candidats avec des demandes pour des dossiers spécifiquement agricoles. Qu'est-ce qu'on constate ? L'agriculture française régresse. On importe plus qu'on exporte. On se met des boulets aux pieds. L'agriculture française est un joyau, crée beaucoup d'emplois, mais elle régresse. Donc je vais regarder qu'est-ce que disent les candidats. Il n'y aura pas de consigne pour un candidat, mais nous regarderons les programmes. Et il y aura un label pour ceux qui seront conformes à ce que vous souhaitez ? Non, ils feront un grand oral. C'est-à-dire que le 31 mars, tous les candidats sont invités dans le Doubs, là où a lieu le congrès de la FNSEA, et viendront plancher devant les congressistes. Grand oral, questions, et chacun se fera son... Et soutien ou élimination. Merci beaucoup à vous, Christiane Lambert, d'être venue. Merci à vous. Et continuez, je vous regarde le matin. C'est très gentil.